Ça y est, vous êtes enfin millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3, allez même 4 conseils que j'aurais voulu savoir au dernier bull run quand j'ai gagné beaucoup d'argent et ce qui m'aurait évité d'en perdre énormément par la suite. Donc on va voir ça en 4 petits points. Mais avant ça, très important, c'est si vous avez gagné une somme d'argent importante, ça dépend beaucoup de votre situation. Il y a je suis millionnaire crypto et puis il y a aussi quel est votre centre de compétences, quelle est votre valeur sur le marché de l'emploi entre guillemets. C'est-à-dire si vous êtes millionnaire en crypto et que vous êtes entrepreneur ou que vous êtes salarié ou que vous êtes indépendant, peu importe, eh bien c'est des situations différentes. Donc un entrepreneur qui devient millionnaire en crypto mais qui a beaucoup de cash flow, par exemple de l'infoproduit, peu importe, il va peut-être faire 10-15 000 euros par mois, bah, c'est plus confortable d'avoir une somme récurrente et ça va influer sur la façon dont on va investir ce million issu de la crypto. Et bien sûr, si vous êtes salarié, je pense que l'idée c'est potentiellement de quitter son travail, ok, mais posez-vous bien sur les questions derrière, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je bronze sur une plage, etc. Ou est-ce que j'ai envie de continuer dans d'autres projets qui m'intéressent plus et je me sers aussi d'une partie de cet argent que j'ai gagné pour l'investir. En tout cas, ça va être très important de faire un bilan de compétences, si on peut appeler ça comme ça, sur ce que vous savez faire, où est-ce qu'est votre zone de génie, est-ce que c'est monétisable, est-ce que vous avez envie de la monétiser. Si du coup vous avez gagné des grosses sommes dans ce domaine, peut-être que c'est intéressant pour vous de creuser le domaine de la crypto si ça vous passionne. Sur la partie plus fondamentale, j'ai envie de dire, il y a énormément de travail. Si vous avez une compétence d'un point de vue Web 2, boîte Web 2 sur le marché, peu importe, je prends un truc classique, vous êtes consultant web, vous allez peut-être tourner à entre 5 et 10 000 par mois. En Web 3, généralement, les salaires ils doublent. Donc bien sûr, ça dépend de plein de choses, mais globalement, vous prenez entre un community manager d'une boîte classique et une boîte Web 3, généralement, le community manager en Web 3, il est beaucoup mieux payé, plus rémunéré, parce que c'est beaucoup plus dur d'y accéder. Il y a une plus grosse barrière à l'entrée. Donc, il faut savoir le marché. Le marché en Web 3, ça change énormément toutes les semaines. Donc, il faut s'adapter. Mais tout ça pour dire que si vous avez réussi à exceller, on va dire, d'un point de vue financier sur cette partie crypto, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de demandes sur pas mal de boîtes pour travailler en crypto. Donc, ça peut être aussi, j'ai mon pécule financier que j'ai réussi à faire, je le place peut-être hors crypto. Par contre, je continue de travailler dans la crypto parce que ça me plaît, parce que je sais qu'il y a aussi de l'argent à aller chercher. C'est un peu comme, faut vraiment se dire, le Web3 c'est nouveau. Toutes les boîtes recherchent des personnes qui veulent travailler, qui sont impliquées, etc. Mais elles ne trouvent pas parce que elles vont chercher du côté je cherche un consultant, tiens, je vais chercher côté consultant Web 2. Mais non, en fait, il vaut mieux aller chercher dans la communauté des mecs qui ont l'habitude d'investir leur propre argent, de faire des airdrops, des conneries comme ça, parce que le mec, il va être vraiment au courant de tout. Donc, si vous êtes à fond là-dedans, franchement, foncez à 200%. Enfin bref, on revient du coup à cette somme gagnée, que vous avez potentiellement gagnée. Eh bien, ce n'est pas la finalité. Je pense que vous allez le comprendre. Si vous passez de 800 000 à 1 million le mois d'après, il n'y a strictement rien qui change. Et il faut se dire un peu, c'est comme si vous entrez dans la cour des grands. Voilà, vous êtes en CP, vous avez 6 ans je crois. Eh bien, moi je me rappelle, il y avait une cour de récréation séparée. Et quand on est en CE1, bam, on débloque cette deuxième cour de récréation pour les grands. C'est un peu le même principe, hein, c'est si vous venez d'un milieu modeste, une vie modeste, sans excès, etc., en fait, il faut se dire qu'il y a des personnes qui vivent dans ces niveaux de richesse, qui ont des millions à leur majorité, et qui pour eux, c'est normal de dépenser des 10, 20, 30 000 euros par mois. Donc en fait, on passe dans une autre cour. Et si vous allez par exemple à Dubaï, eh bien à Dubaï, généralement, les dépenses moyennes pour les entrepreneurs, je ne sais pas combien c'est, mais si on fait une moyenne, ce serait marrant, ce serait peut-être 20, 30, 50 000 par mois. Donc au final, c'est vraiment des steps à passer et faut
c'est dur pour le cerveau de s'habituer à bah, j'ai pas d'argent, j'en gagne beaucoup, qu'est-ce que je fais avec? Quels sont les modes de dépense? Comment bah, les personnes qui ont beaucoup d'argent le dépensent? Après, je sais que ça dépend de chacun parce que moi, qui ai écrit un livre qui s'appelle Qui crée l'argent, il est en description si ça vous intéresse, où bah, j'explique à l'époque comment j'ai fait en sorte d'investir le moindre argent. Euh, J'étais étudiant, j'ai réussi à mettre 4000 euros de côté, mais petit à petit, j'enchaînais 3 jobs différents, plus l'université, etc. Et du coup, pour moi, chaque euro était vraiment symbolique, mais il fallait que je l'investisse. Et du coup, j'ai encore cette notion aujourd'hui de, ok, chaque euro dépensé doit être intelligent. Par contre, il y a des autres personnes où ils ont des niveaux de richesse bien plus supérieurs et qui s'en foutent complètement. Donc, même pour moi aujourd'hui, c'est difficile de faire des dépenses. Mais il faut se dire, voilà, il y a plusieurs cours différents. Et au final, il y en a qui peuvent être choqués de voir quelqu'un dépenser 10 000 euros par mois, parce que peut-être la personne est au SMIC et elle gagne 1200 euros. Mais la personne qui dépense 10 000 par mois, elle va peut-être être choquée d'avoir un mec qui dépense 500 000 par mois. Donc c'est vraiment des steps qui existent et ces personnes-là que j'en côtoie régulièrement, bah, c'est pas des... les personnes ne sont pas différentes de nous, hein. C'est comme les entrepreneurs ou autres. On a souvent une barrière de se dire ouais, ces personnes, elles doivent avoir un truc en plus. Bah, au final, non, pas plus que ça, hein. C'est des humains comme tout le monde. C'est juste qu'ils ont réussi à faire des choses. Il y en a qui ont eu de la chance, d'autres moins, etc. Mais il n'y a rien qui change, quoi. Donc voilà, on passe du coup au cas de conseil puisque j'ai toujours pas commencé. Donc premier point, c'est prévoir l'après. Ça veut dire, avec cet argent, qu'est-ce que vous allez faire? On pense souvent à l'immobilier, ok. Évitez s'il vous plaît d'acheter l'immobilier cash. Pourquoi? Parce que l'immobilier cash, bah, au final, c'est du cash bloqué. On peut faire du levier bancaire, que ce soit en France, même si vous êtes résident à l'étranger, avec un 30% d'apport, ça peut le faire. Donc certes, le levier est de x3 sur le capital par rapport à un 100% ou 110%, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on peut aller chercher du x8, x10 sur le capital. Voilà, l'immobilier, c'est éviter d'acheter cash. Il y a des possibilités, comme dans pas mal de pays, si vous êtes intéressé par ça. Le plus connu, c'est Dubaï, où il y a des financements possibles avec les promoteurs, où on peut payer sur plusieurs années. Et pareil, ça permet de faire une sorte de petit levier. Enfin bref, l'immobilier cash, pas fan, sauf si c'est de l'achat-revente ou de la construction ou autre. Par contre, l'immobilier en investissement, on va dire plus ou moins long terme, faites plutôt des financements. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est private equity, startup. Donc ça, j'en parle énormément. Je vous mets en description mon club privé qui est pour l'instant gratuit, si ça vous intéresse, où je partage pas mal d'analyses et des opportunités d'investissement. Où moi, je me suis plutôt dirigé vers ça, tout ce qui est startup, etc. Bah, je trouve que ça m'anime énormément et j'arrive à aligner les valeurs que j'ai en accompagnant financièrement un CEO, un créateur d'une société qui a un projet qui me dépasse, que je ne pourrais pas faire tout seul. Du coup, moi, je l'accompagne financièrement. Ça va vraiment à l'encontre, j'ai envie de dire, d'investir sur un token purement spéculatif qui ne reflète pas du tout la valeur de la société derrière et qui est juste tradable entre guillemets. Donc, je préfère accompagner financièrement d'un point de vue éthique pour refléter les valeurs que j'ai. Il y a aussi donc, des fonds d'investissement qui investissent en start-up, en private equity, VC, etc. Plusieurs catégories, je ferai une vidéo pour, si ça vous intéresse. Il y a tout ce qui est banque privée, donc les banques d'affaires privées. Généralement, c'est accessible à partir de 1 million d'euros de patrimoine. Ça diffère de pas mal de choses. Au final, c'est plus une sorte de gestionnaire de fortune qui va prendre la main dessus. Il y a des frais annuels et derrière, vous allez pouvoir accéder à des placements un peu plus élaborés que vous pouvez potentiellement des fois avoir en banque. Ça peut être j'ai perdu le mot. Enfin bref, des placements structurés, des choses comme ça. Où en gros, ça permet, pour rester dans des termes simples, d'être en crypto, on dirait ça market neutral, c'est-à-dire que en gros, on a une sécurité derrière de rachat au prix d'où on a acheté, mais on a des intérêts tous les ans. Donc c'est une sorte de market neutral, on va dire, si on parle finance décentralisée. Mais il y a des choses comme ça qui se font. Donc ne restez pas fermé à
j'ai 1 million, vite, il faut que j'achète de l'immobilier. Il y a plein de choses à faire, donc renseignez-vous. Sur ma chaîne, j'en parle un petit peu. Il y a pas mal de personnes que moi je suis, marché francophone ou US, qui parlent de ça. Le mieux, c'est de rentrer dans des groupes privés aussi, où il y a plus d'informations. Mais vraiment, il n'y a pas que immobilier, bourse et crypto dans la vie, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire qui sont hyper intéressantes. Il y a aussi des business plus ou moins physiques, même si aujourd'hui, bon, c'est plus un souci d'ego, je pense, si on veut faire du physique. Mais voilà, il y a des placements qui peuvent rapporter du 20-30% par an sur des business. Il y a des royalties qui peuvent rapporter du 10-15% par an. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Deuxième point, ça va être se fixer. Non, deuxième point, ça va être l'expatriation, bien sûr. Donc, si vous gagnez une grosse somme d'argent et que vous êtes en France, bah, la question de s'expatrier se pose. Alors, il y a deux gros points. Ça, il n'y a personne qui en parle. C'est déjà, faites de l'argent avant de penser à tout ça, parce que les lois évoluent et aller dans un pays aujourd'hui et dans un an, ce sera peut-être complètement différent. Moi, je me suis expatrié en Estonie en 2021. Alors, c'est une expatriation fiscale, mais j'y vivais vraiment. Ça sert à rien de magouiller, non, j'y passe que 2 mois par an, etc. Ça ne marchera pas. Et puis maintenant, je suis expatrié en Bulgarie. Euh, pour des raisons fiscales, bien entendu, je suis toujours hors de France, mais aussi parce que j'ai des parts dans une boîte qui est là-bas et je travaille pour cette boîte, etc. Donc voilà, il y a un intérêt. C'est pas juste je m'expatrie, je cash out mes cryptos et puis je reviens en France. Ça marche pas. Alors ouais, je fais pas de conseils fiscaux, mais tout ça pour dire que l'expatriation fiscale, il y a beaucoup de gens qui mélangent entre je veux faire un montage bizarre et rester en France ou je m'expatrie. Et c'est vraiment deux choses différentes. Et il y en a plein qui veulent mixer les deux en mode ouais, mais je vais faire une holding, puis je vais aller en Estonie et revenir à Malte pour faire redescendre les bénéfices. En fait, c'est soit vous faites un montage complexe, on va dire, avec un avocat spécialisé, etc., qui n'exclut pas le contrôle et qui n'exclut pas un risque aussi de votre côté avec l'administration. Donc soit vous faites un montage bizarre et il y aura plus ou moins un risque, il pourrait y avoir des contrôles, etc. Ou soit vous vous expatriez et en fait, suivant bien sûr les impôts et le pays, en fait, une expatriation fiscale, ça ne nécessite pas forcément un montage de faire une holding, de redescendre les bénéfices. Parce qu'une expatriation fiscale, donc je parle juste pour, si vous voulez retirer vos cryptos, hein, tout simplement, eh bien, vous retirez, vous payez, c'est tout. Il n'y a pas de je veux faire encore un montage pour suroptimiser. Au bout d'un moment, il faut accepter de payer aussi des taxes à un endroit pour sécuriser aussi sa résidence fiscale et pour dire voilà, je paye mes taxes à un endroit et si un jour quelqu'un me dit quelque chose, bah, j'aurai un justificatif de bah, j'ai payé mes taxes ici. Alors que si vous commencez à tout optimiser, faire un gros montage, etc., vous pouvez avoir des risques. Donc il y a vraiment cette notion de faut pas vouloir suroptimiser. La suroptimisation d'un point de vue financier, ok, ça peut être intéressant suivant les sommes. Par contre, ça rajoute un risque, un layer de risque, on va dire, sur la partie résidence fiscale, administrative, etc. Donc, si un jour moi j'ai un contrôle, en fait je suis clean et c'est pas complexe. Mon cas il n'est pas complexe. C'est j'ai déclaré en perso ce que j'ai sorti, j'ai une boîte, j'ai un salaire, etc. Le truc c'est clean et puis il n'y aura pas de contrôle trop compliqué et ok, il a fait remonter les bénéfices là, il a fait un apport dans sa boîte, etc. Donc voilà, il ne faut pas chercher à vouloir surcomplexifier la chose. Soit vous faites un montage complexe et parce que vous avez pour ambition de rester en France, je ne sais pas du tout à quel point on peut réduire l'imposition en restant en France, ou soit, eh bien, tout simplement, vous expatriez fiscalement avec une raison valable, et là, vous sortez et vous payez votre impôt classique. En Estonie, en perso, c'était quand même assez élevé. Je crois qu'on est à 22% aujourd'hui. En Bulgarie, il me semble qu'on est à 9%. Euh, Pologne, je crois aussi, c'est peut-être 15%. Enfin bref, du coup, bon, ça reste plutôt raisonnable et moi, ça ne me dérange pas en tout cas de les payer. Donc voilà pour cette partie et aussi
il va y avoir un gros problème, c'est votre relation bancaire. C'est-à-dire que si vous sortez quelques milliers, ok, si vous commencez à sortir plus, vous allez avoir des justificatifs à fournir avec votre banque. Je ne peux pas forcément trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si jamais vous avez des gros problèmes, vous pouvez me contacter en description et puis je pourrais éventuellement vous aiguiller sans vous donner de conseils. Mais c'est quand même le plus difficile de justifier l'origine des fonds. Si vous faites juste, vous achetez du Bitcoin il y a 10 ans et vous le revendez, ok, c'est simple, un trade. Mais si vous commencez à trader sur plusieurs plateformes avec de la décentralisation, des wallets, etc., ça commence à être quand même très complexe et ça va être compliqué de justifier. Donc, il va falloir préparer cette relation bancaire petit à petit à ne pas cash out ou withdraw un M sur votre compte. Ça, c'est red flag et vous allez être, je pense, clairement dans la merde avec le banquier. Il va vous clôturer votre compte puisque vous n'allez pas avoir de justificatif et vous allez sauter de banque en banque et vous n'allez jamais en finir. Donc, c'est surtout la dernière chose à faire. Préparez bien comment vous justifiez les fonds. Ça peut être par exemple un historique sur une plateforme où vous avez envoyé de l'argent. Moi, il me semble que j'avais envoyé pendant 4-5 ans, tous les 3 mois, des sommes d'argent de plus en plus importantes. Et du coup, aujourd'hui, je m'en sers plus ou moins comme justificatif, comme quoi c'est bien moi qui ai envoyé les fonds. Et après, il y a tout ce qui est proof of fund, donc l'origine des fonds, où il y a des listes en ligne, etc. Ça peut être des héritages, des dons, des donations, ça peut être vente d'un bien immobilier, des actions en bourse, etc. Mais il faut que ça soit carré là-dessus, sinon votre banque va vous blacklister. Troisième point, fixez-vous des règles d'investissement strictes avec un truc tout bête, des délais de réflexion anti-scam. Moi, je me suis fait scam dans tous les sens parce que je voyais la dernière opportunité à la mode. Tiens, vite, faut investir là. Ah mince, j'ai 5000 euros sur mon compte bancaire qui fait rien. Vite, faut que j'investisse. En fait, dans la précipitation, oui, on a ce FOMO, on ne veut pas louper des opportunités, mais c'est hyper dangereux aussi parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, de se poser, de mettre les choses en place pour se dire est-ce que c'est un bon placement ou pas. Donc déjà, fuyez tout votre entourage, de tous les mecs qui vont vous dire ah tiens, viens, on fait un truc ensemble, viens, t'investis ici, tu vas voir tant, etc. Fuyez à 200%. Je sais que c'est dur parce que je l'ai vécu énormément, mais voilà, il faut vraiment se défaire de tout ça. Et du coup, pour finir, comment on arrive à ne pas trop se faire scam une fois qu'on a gagné une grosse somme d'argent, hein, le plus dur, c'est pas de continuer à en gagner, mais de moins en perdre, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est l'entourage. L'entourage et discuter aussi des différents modes de vie. Moi, je me rappelle au dernier bull run, j'avais tellement de questions à des mecs qui avaient de l'argent, quoi, des millionnaires, multimillionnaires. C'était en mode comment tu fais pour vivre? Genre, t'as pas un salaire tous les mois, mais du coup, comment ça marche? Bah, en fait, il y a des modes de vie différents où, par exemple, une personne va sortir un an de salaire en avance, de dépenses en avance, par exemple. Ça peut être, je me sors 100 000 euros par an. Et je me force à dépenser 100 000 euros sur l'année. Donc si, je sais pas, en décembre, j'ai dépensé que 70 000, bah bam, je dépense 30 000 pour tout finir. Donc c'est un mode de vie. Ça peut être, par exemple, je me sors 3 mois d'avance et puis à chaque fois, je me ressors 3 mois d'avance. Ça peut être, j'ai mes cryptos sur une carte et dès que je les dépense, je les dépense et je ne regarde pas, en restant modéré. Ça peut être plein de choses différentes. Mais vraiment, ce qu'il faut faire, c'est discuter et s'entourer de personnes dans les mêmes situations et ne pas écouter les personnes qui sont là pour vous gratter à droite à gauche. Donc pour ça, il y a des groupes privés qui existent. En soi, ouais, moi je suis dans les 3-4 groupes privés de millionnaires, voire plus. Et puis, l'avantage d'être expatrié, c'est que voilà, on rencontre généralement des personnes qui ont des belles réussites et qui ont des modes de vie différents. Et du coup, on peut s'en inspirer et voir ce qui fonctionne. Et je me rappelle à l'époque, c'était en mode, on rencontre une nouvelle personne et c'est, ouais, c'est quoi ta routine, toi, tous les jours, etc. Et du coup, à chaque fois, on se posait ces questions. C'est en mode, ok, moi, alors je me lève à 6 heures, je vais à la salle, etc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu stéréotypé, mais il y en a qui le font, hein, bien sûr. Il y en a d'autres, c'est, ouais, je me lève quand je veux et puis
j'ai des tâches à faire et je les fais mais tranquillement. Il y en a d'autres qui vont travailler, qui vont charbonner dur. En fait, c'est vraiment des modes de vie complètement différents. Et comme on n'est pas, on va dire, dicté par se réveiller à 8 heures, aller au travail, rentrer à 18 heures, en fait, c'est libre et chacun le vit un peu différemment. Mais le plus important, c'est de s'entourer et de voir quels sont les différents modes de vie et comment on peut les vivre. Donc voilà, et si jamais vous êtes dans cette situation, que vous avez fait votre premier million et que vous avez besoin de discuter, avec plaisir, parce que moi-même, du coup, je suis en recherche de différents modes de vie, comment on vit ça psychologiquement, etc. D'ailleurs, je l'explique clairement dans mon livre où je suis passé par plein de phases je suis étudiant, je gagne énormément, je repère énormément, enfin toutes ces phases-là. Donc ça m'intéresse toujours, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse.